Bonjour à tous et merci à tous d'être aussi nombreux pour cette conférence. Monsieur l'ambassadeur Khalid Farah, merci à vous aussi pour votre présence à l'auditorium Michel Laclotte pour une séance un peu particulière, un peu exceptionnelle. Aujourd'hui, le Louvre, vous le savez, dispose désormais d'une solide tradition en archéologie soudanaise. C'est Henri Loiret, ancien président, directeur du musée, qui l'a voulu ainsi. Lui qui est venu 3 fois, alors qu'il était président-directeur du musée du Louvre, en mission au Soudan. Exposition Béroé, un empire sur le Nil, en 2010. Congrès international des études nubiennes, en 2018. Publication des dessins et du journal des voyages en Nubie et au Soudan de Louis Maurice Adolphe Linan de Belfond en 2021. Exposition Pharaon des deux terres, l'épopée africaine des rois de Napata en 2022. Publication enfin des actes du Congrès de Paris, celui de 2018, en 2024. Volume 20, on peut le préciser, de la revue Couche, qui est la revue du patrimoine soudanais. Et donc voici l'écrin parisien dans lequel intervient aujourd'hui notre collègue du Musée national du Soudan, Madame Shadia Abdelrabou. Nous la remercions de bien vouloir prendre la parole en tant que témoin direct des risques que connaît aujourd'hui le patrimoine irremplaçable de la vallée du Nil au sud de la deuxième cataracte et au-delà. Shadia est au plus près de ce patrimoine dans un service où elle assure des fonctions à la direction des musées comme à la surveillance des sites archéologiques au nord du Soudan. La résidence culture du ministère de la Culture qui lui permet d'être là aujourd'hui en France est l'occasion pour elle de continuer à tisser des liens de coopération étroits avec le musée du Louvre. Je viens d'apprendre de notre conseiller diplomatique au musée que le projet Méroé que nous portons avec Louvre Conseil, que je remercie ici, projet qui vise dans les années qui viennent à pouvoir protéger la cité royale de Méroé contre la crue du Nil, de la protéger physiquement, je veux dire, est en passe d'aboutir grâce à la fondation Alif. Et je voulais saisir cette occasion aujourd'hui de cette question patrimoniale soudanaise, de vous en faire les premiers informés. Et puis, les bonnes nouvelles venant groupées en général, je finirai ces quelques mots en annonçant que vient de paraître Doukigel et les origines de l'histoire africaine. Un ouvrage sur les fouilles à Doukigel, au nord du Soudan, près de Kerma. L'occasion pour moi de saluer l'un des auteurs qui est avec nous dans la salle, Dominique Valbel, qui nous fait l'amitié d'être ici aujourd'hui. Et je donne la parole à Shadia Abdelrabou. Bonjour à tous. Merci. Je voudrais remercier mes collègues au musée du Louvre pour nous accueillir afin de mettre en lumière le patrimoine archéologique et les musées en danger au Soudan. Merci à tous de votre présence. C'était vraiment un grand honneur d'être parmi vous en dépit et malgré les circonstances difficiles par lesquelles passe le Soudan. J'ai souhaité être parmi vous pour parler du Soudan, de sa culture, de sa civilisation et de sa grandeur, alors que le Soudan connaît la paix. Mais ce n'est pas le cas, parce que je vais parler de la guerre et c'est les effets de la guerre sur notre patrimoine et nos musées.
Comme vous le savez, il y a une guerre depuis avril dernier. Cette guerre a eu un impact très fort sur la vie des citoyens. Il y a eu des morts, il y a eu des déplacés en interne et également un effet dévastateur sur, bien sûr, le secteur culturel dans notre pays. Parfois, on se demande, quand on parle de l'archéologie et des musées, à quoi bon, alors qu'il y a tellement de morts et de victimes. Mais comme vous le savez, le patrimoine national de chaque nation représente les racines de son histoire. Il exprime son essence. Et ce patrimoine préserve les arts et le produit de la véritable pensée et de l'évolution humaine. Le patrimoine culturel soudanais fait partie intégrante du patrimoine de l'humanité. Le Soudan a joué un rôle civilisationnel influent dans la constitution de la civilisation humaine. Et d'ailleurs, les sites archéologiques confirment l'importance de cette civilisation et sa contribution au développement de la civilisation humaine. Le Soudan, pour ceux qui ne le savent pas, est situé dans la partie nord-est du continent africain, est bordé par 7 pays, et c'est un des plus grands pays du monde car sa superficie totalise 1 881 km². Le Soudan est constitué de régions climatiques multiples. Cette diversité lui confère également une diversité climatique, topographique, et également en termes de ressources et de richesses naturelles et culturelles. C'est pourquoi il est devenu un creuset de civilisation et de culture dans lequel le sang africain se mélange au sang arabe, formant un tissu social unique en son genre. Lorsqu'on mentionne le nom de Soudan, il faut préciser qu'il a été mentionné dans de nombreux endroits dans la Bible sous le nom de Couche. Mais les géographes arabes ont donné à ce pays subsaharien du continent africain le nom de Soudan, à tous les pays subsahariens. Les références citent plusieurs autres noms pour le Soudan. Et il s'agit de Tassiti, Couche, et également il a été appelé Éthiopie, ce qui signifie peuple à la peau noire. Les voyageurs et les historiens ont joué un rôle important pour faire connaître le Soudan. Ils ont beaucoup voyagé, ils nous ont donné beaucoup de dessins, de documentation des sites archéologiques. Certains étaient des archéologues comme Frédéric Caillot, également Linan de Belfond. Et là, je voudrais m'arrêter pour remercier nos collègues au musée du Louvre qui ont fait un effort énorme pour traduire ces œuvres et imprimer les dessins de Linan de Belfond et en faire un livre qui est vraiment un livre extrêmement utile. Et je voudrais remercier également sa famille. Et il mentionne un grand nombre de sites soudanais au bord du Nil. Comme je vous l'ai dit, le Soudan a bien sûr une dimension civilisationnelle. Il a commencé à l'âge de pierre, c'est-à-dire entre 8000 et 100 000 ans avant Jésus-Christ. Et ce sont des sites qui sont un peu éparpillés, un peu partout. Omdurman, au centre du Soudan, à l'ouest, à l'est, au Darfour. Eh bien, il y a eu des civilisations qui ont fleuri un peu partout. Et nous trouvons dans chaque région du Soudan ce qui représente l'importance et la profondeur de cette civilisation. Ce que vous voyez là, ce sont les céramiques qui sont un des chefs-d'œuvre de céramique soudanaise, sont les chefs-d'œuvre de la céramique africaine. Au cours du 4e millénaire avant Jésus-Christ, la civilisation des groupes
nubien est apparu en tant que complexe culturel distinct. Les outils en cuivre qui ont été trouvés sont considérés comme les plus anciens outils métalliques trouvés au Soudan. Et cette civilisation a vécu dans l'histoire égyptienne, de la période de la 6e à la 11e dynastie. Ils avaient des liens commerciaux avec l'Égypte. Et c'était le noyau d'une civilisation immense qui est celle de Kerma. Donc autour de la 3e cascade et cataracte. Et c'était l'une des plus importantes civilisations en Afrique. Donc elle a vécu un siècle vers 2500 avant Jésus-Christ. Et Kerma, c'était une véritable nation. Elle avait une puissance économique, politique et militaire. Et elle était, donc cet État était l'un des plus puissants sur le plan militaire. Et l'un des bâtiments le plus importants de ce site est connu sous le nom d'Efoufa occidental. C'est ce bâtiment. Donc les savants jusqu'à maintenant ne savent pas si c'est un temple ou si c'est autre chose. Il est fait de, c'est un bâtiment de boue et de briques d'adobe. Il y a également d'autres sites. Kerma présente également, a produit également des arts très importants. Kerma a été connu par un certain nombre de bâtiments et il y a également une mission dans ce site. Donc, même avec l'extension de l'État égyptien, nous avons un certain nombre de temples, le temple de Soleb, par exemple, le temple de Sadenga. Il s'agit là de temples qui ont été construits pour être dédiés à la reine, à une reine, la reine Ti. Et c'est le premier modèle de temple dédié à l'épouse d'un roi. Le Soudan a poursuivi son développement civilisationnel et avec la civilisation de Napata, près de Jabal al-Barkal. Et c'est un mont, une montagne bénie, une montagne religieuse. C'est un site religieux autour desquels des temples ont été érigés. Et c'était là aussi qu'on couronnait les rois. Nous avons également les pyramides de Nouri, qui sont les tombes de rois et de reines. Et nous avons également un site important qui est le sud de Kourou. Il s'agit des premières tombes des rois des Napata. Et jusqu'à présent, on y voit les dessins ainsi que d'importants reliefs. Et il y a d'autres civilisations au IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au Ve siècle. C'était la civilisation de Méroé. Méroé était un creuset de civilisation. C'est le croisement d'une civilisation locale avec des civilisations étrangères. C'est pourquoi elle a créé quelque chose de très unique. Elle a été, donc la civilisation de Méroé a été connue par le métal, le fer. On l'appelait le Birmingham de l'Afrique. Et elle était, en fait, elle s'étendait du nord de Khartoum, donc au sud par le Nil bleu et à l'ouest par le Nil. Nous avons les pyramides
pyramide dans ce royaume de Meroé. C'est un site très important comme les pyramides de Bagrawaya. Nous avons également la ville royale d'Aram qui contient un certain nombre de temples et de palais. Nous avons le temple de Nagra et Amun et ce sont des temples qui sont maintenant très bien conservés. Et ce sont des temples qui sont considérés comme des édifices très importants dans la région de Kerma. Après la civilisation et le royaume de Meroé, une autre civilisation a vu le jour, c'est la civilisation chrétienne avec ses arts, ses églises, ses peintures et ses fresques murales. Et elle s'est poursuivie jusqu'à l'ère islamique. Donc, même avec l'ère islamique, il y a eu également une renaissance au Soudan pour un certain nombre d'arts. Donc on voit les mosquées qui ont été construites. Donc tous ces sites, tout ce patrimoine sont en fait ce qui a enrichi les musées du Soudan. D'habitude, dans le monde, lorsqu'on crée les musées, on crée les musées et ensuite on fait les recherches et on fait les fouilles pour enrichir ces musées. Mais ce n'est pas le cas au Soudan. Et en fait, le fait d'avoir trouvé un patrimoine archéologique a poussé à la création de musées qui ont commencé à prospérer un peu partout au Soudan, comme vous le voyez sur cette diapo. Nous avons un grand nombre de musées au Soudan et plus on découvre des vestiges archéologiques, plus on enrichit les musées. Ce sont donc des musées d'antiquité ou des musées ethnographiques et archéologiques. Les musées du Soudan, comme je l'ai dit, sont nombreux. Par exemple, à Khartoum, nous avons le musée national qui a été inauguré en 1971 à la suite de la campagne pour sauver les œuvres de Nubie. Mais nous avions même en 1888 un musée à Omdurman suivi en 1904 par un musée à Khartoum. Ensuite, on a eu le musée national. C'est un musée qui comporte deux parties et c'est la première expérience en tant que musée à ciel ouvert, au musée ouvert, Open Museum. C'est là qu'on a exposé les œuvres archéologiques de Nubie, donc dans le jardin même. Quant aux salles internes, eh bien, elles exposent des vestiges archéologiques qui remontent à 8000 avant Jésus-Christ jusqu'à l'ère islamique, ainsi que des peintures qui sont très rares de l'ère chrétienne. Et jusqu'à maintenant, nous ne savons pas toutes les informations concernant la situation actuelle du musée. Mais le musée a été vu par satellite le 13 juin et en 2023 et une autre photo satellite en 2024. On constate qu'il y a une trace d'incendie sur le plafond et nous constatons également que tous les véhicules qui étaient exposés, toutes les voitures qui étaient exposées ont brûlé. Et on a constaté, d'après les informations militaires, qu'il y a eu 3 camions qui se sont
qui se sont déplacés du musée vers l'ouest. Nous avons également un musée d'histoire naturelle. Nous n'avons pas de momification au Soudan, mais nous avons une méthode de préservation naturelle. Nous avons un musée national d'ethnographie. Au Soudan, tous les musées se situent sur une rue qui est près des bâtiments, proche des bâtiments ministériels. Par exemple, ils sont exposés à la destruction. Le musée national d'ethnographie, c'est un musée qui expose les multiples facettes de la civilisation soudanaise avec les différentes tribus. Et c'est donc un patrimoine qui est extrêmement riche. Ce musée également accueille un centre de recherche ethnographique et recherche. Et il a été détruit vers la partie sud-est. Un certain nombre de pièces ont été détruites et on n'a pas d'informations de ce qui reste par rapport au musée. Le bâtiment même du musée est un site patrimonial parce que c'était un club pour les officiers de l'armée anglaise avant d'être transformé en musée. Donc, dans la même rue, comme je vous l'ai dit, nous avons l'histoire naturelle qui dépend de la faculté des sciences de l'université de Khartoum. Et c'est un des musées les plus importants parce que c'est le seul au Soudan qui montre les différentes espèces de flore et de fossiles. Il est également ouvert aux étudiants pour se familiariser avec la géologie, la flore et la faune du Soudan parce qu'il comporte des spécimens très rares. J'ai contacté la directrice du musée. On ne connaît pas le statut du musée, mais on sait que les animaux ont péri et il est pratiquement détruit. Il y a le musée du palais présidentiel. Il s'agit d'une ancienne église qui remonte à 1904 ou 1905. Elle a été donc rénovée par la suite et c'est un édifice très rare qui a été transformé en musée pour y exposer les différentes périodes du Soudan. Et après l'indépendance, on a exposé les différentes voitures des présidents et les cadeaux présidentiels et il se situe à proximité du palais présidentiel. C'est pourquoi il a été partiellement détruit. Les voitures présidentielles qui étaient exposées ont été détruites. Mais nous ne savons pas quel est le sort du reste du bâtiment, sachant que c'est vraiment un bâtiment très rare, un bâtiment historique très rare. Le palais a été bombardé et il est certain que le musée même a été également bombardé. Et je pense que certains d'entre vous ont déjà visionné cette vidéo. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'incendie du palais présidentiel. C'est un modèle de la gouvernance au Soudan, parce que c'est là que le drapeau du Soudan a été hissé le premier jour de l'indépendance du pays. C'est un symbole qui est très important pour nous. Et d'autres musées également ont été exposés à la destruction. Il s'agit du musée militaire. Bien sûr, il est sous le contrôle de l'armée, mais il a été exposé au bombardement. Il est donc situé dans le nord de Khartoum. Il y a d'autres musées
qu'on a à Omdurman, c'est le musée des instruments de musique traditionnelle. Il expose les outils de musique traditionnelle au Soudan qui ont été collectés d'un peu partout dans le monde. Certains ont été fabriqués ici. Donc j'ai contacté avec le directeur du musée. Le musée a été entièrement détruit. Aucune pièce n'a pu être sauvée. À Omdurman également, nous avons le musée Beit el-Khalifa. Le bâtiment était une résidence historique. C'était la résidence du calife Abdullah al-Taishi, construit en 1890. Et il met en valeur l'héritage de la Mahdiya et de l'époque ottomane. Il a été entièrement rénové, il a été réinauguré par la suite. Et ce que vous voyez sur la photo, c'était après l'inauguration, avant la guerre, quelques mois avant la guerre. Mais malheureusement, il a été entièrement détruit. Les pièces ont été saccagées, mais les collègues à Khartoum ont essayé de sauver quelques pièces. Actuellement, donc, ces pièces sont stockées dans un endroit sûr. Quant au musée, il a été pratiquement détruit. Également, nous avons un autre musée, c'est le musée civil de la Jazira. Ce musée avait un certain nombre d'activités, organisé un certain nombre d'activités pendant la guerre, et avant la guerre. Et pendant la guerre, c'était un lieu culturel pour les déplacés. Mais actuellement, nous n'avons aucune situation parce qu'il est dans une zone aux prises avec le fléau de la guerre. Donc, il est très difficile d'accès. Nous n'avons aucune information sur ceci. Vous savez que la province de Darfour est la région la plus exposée à la guerre. Ça, c'est ce que vous voyez sur la photo, ce musée El Geneina qui présente le patrimoine de l'époque de la région. Malheureusement, il a été détruit. Et ce musée a été détruit pour la deuxième fois. Il a été détruit auparavant, mais les collègues de El Geneina ont pu sauver les pièces et les mettre en lieu sûr. Mais malheureusement, cette fois-ci, même le lieu sûr a été détruit. Aucune pièce n'a été sauvée. On ne sait pas quel est leur sort. Le deuxième musée de Darfour, c'est le musée Ali Dinar à Fasher. Il a été rénové avant la guerre grâce au gouvernement turc. Il a été entièrement reconstruit. Maintenant, il est fermé. Il n'a pas été détruit comme le musée d'El Geneina, mais on ne sait pas quelle est sa situation jusqu'à présent. Mais ce qu'on sait, c'est que les pièces ont été placées en lieu sûr. Le musée, un autre musée, le musée Miala, donc le musée Sultan Ali Dinar, donc dans la ville El Fasher, tandis que le musée Darfour, il est à Niala. Donc, à Niala. Le musée, comme je vous l'ai dit, abritait des pièces historiques de l'époque, mais il était un lieu de paix pour les tribus. Il portait un message de paix pour les tribus de la région. Et donc, on y organisait des festivités et on présentait les activités des différentes tribus. Malheureusement, il a été entièrement détruit et toutes les pièces ont été vandalisées et volées. Et toutes les expositions ont été saccagées.
Voici le musée donc après la destruction. Donc maintenant nous allons au nord du Kordofan, la province de Kordofan, c'est le musée Sheikhan. C'est un musée qui a été construit sur le site de Sheikhan, donc l'ère Mehdia. Donc il présente des vestiges. Et donc il n'a pas été détruit en tant que tel, mais il est fermé et les pièces et les collections ont été déposées dans un endroit sûr ou plutôt remises dans les mains du pouvoir militaire de la région. Donc elles sont à lieu sûr, mais le musée a été fermé. Donc la province du Nord, jusqu'à présent, est relativement sûre, mais en anticipation d'une possibilité de destruction, nous avons décidé de fermer l'ensemble des musées et de stocker les pièces en lieu sûr. Le musée Barkal a été entièrement vidé. Il est proche du mont Barkal. Également, le musée Meroé a été fermé et a été entièrement vidé. Et les pièces ont été transportées en lieu sud. Au nord, nous avons le musée de Kerma. Et avant de venir en France, j'y travaillais. Nous avons fait un inventaire des pièces. Mes collègues sont actuellement en train de stocker les pièces dans un lieu sûr, en anticipation de ce qui pourrait se produire. Donc, dans la province du Nil bleu, qui n'est pas très loin des champs de bataille, parce que rien n'est loin des champs de bataille, nous avons le musée de Sénar. Là aussi, nous avons vidé le musée et nous l'avons fermé. La vallée du Nil est plutôt sûre. Nous avons deux musées, le musée de Wadi Nil qui est sous la supervision de l'autorité nationale de l'archéologie et nous avons vidé le musée et nous l'avons clos et nous avons mis les pièces en lieu sûr. Donc il y a un autre musée, c'est le musée du chemin de fer. Il est placé sous l'autorité des chemins de fer et continue à fonctionner d'une manière normale. Lorsqu'on parle des musées, eh bien, il ne s'agit pas simplement des musées qui exposent des pièces historiques. Nous avons un autre concept. Nous parlons de bâtiments historiques. Là aussi, ça aussi, ce sont des musées. À Khartoum, il y a un grand nombre d'édifices historiques, qu'ils soient remontent à l'ère de Mehdia ou de l'ère la domination turque ou anglaise. Ce sont des vestiges archéologiques et patrimoniaux. Et beaucoup de ces bâtiments ont été exposés à la destruction. Donc, l'université de Khartoum, par exemple, est un bâtiment important. Et il n'a pas été détruit, mais l'université de Khartoum n'est pas loin des lieux de bataille. Et donc il y a également l'église qui a été, qui est une des plus anciennes églises à Khartoum. Un certain nombre d'églises ont été partiellement détruites. Il y a également la grande mosquée ainsi que d'autres mosquées qui sont parmi les édifices importants à Khartoum et à Omdurman. Nous avons également un grand nombre de bâtiments historiques qui remontent à l'ère de Mahdi. Eh bien, ils ont été entièrement, ce bâtiment a été entièrement détruit. Même le souk d'Omdurman, pour nous, il est historique parce que c'est un des souks traditionnels.
Et nous avons également des fortifications, la prison. Les fortifications ne sont pas détruites, ainsi que la porte que vous voyez sur l'écran, également, elle n'a pas été détruite. Il y a la destruction directe, mais il y a également des destructions indirectes sur les sites archéologiques qui ont beaucoup souffert par la guerre. Le fait, par exemple, que dans le chaos ambiant, beaucoup d'artisans ou plutôt beaucoup de ceux qui travaillent la ferraille ont vandalisé ces sites. Là, par exemple, vous voyez un site en 2012-2013, nous avons créé un centre archéologique pour pouvoir visiter ou connaître les sites. Il y avait encore la mission britannique qui travaillait. Et c'est un centre qui exposait une partie des œuvres de la région. Il a été entièrement détruit. Ça, c'est un site chrétien qui a été attaqué et entièrement vandalisé. Un grand nombre de bâtiments, il faut dire, ont également été exposés au pillage dans les circonstances actuelles. Donc, malgré les circonstances douloureuses par lesquelles passe le pays, donc, dans notre organisme, on essaye de sauver les musées. Nous avons ouvert un bureau au Caire pour suivre ce qui se passe au Soudan. Nous sommes au Soudan, nous nous sommes groupés en groupes. Nous sommes divisés en groupes. Ceux qui se trouvent proches de ces sites dans chaque province soudanaise doivent participer aux opérations de sauvetage, que ce soit pour des pièces ou des sites ou des musées. Donc voilà un certain exemple des ateliers qui ont été créés au Soudan ou en Égypte. Certains, donc ces ateliers forment à la manipulation des sites et des pièces archéologiques en temps de guerre, forment à la documentation et forment à donc tout ce qui est inventaire, tout ce qui est relatif à la documentation des sites archéologiques. Et comme je l'ai précisé auparavant, on travaille au sein du musée pour faire l'inventaire, pour déplacer les objets et les stocker dans des endroits sûrs. Voici dans cet atelier donc ce qu'on a fait au niveau des musées. Et pendant la guerre, parfois il y a des agressions de certains sites. Voici un exemple pour sauver donc une statue qui avait été volé de la ville royale et donc il a été retrouvé ailleurs en coopération avec nos collègues archéologiques. On a retrouvé la statue et on a pu la mettre en lieu sûr. Le travail continue pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé et les sites qui restent, les musées qui survivent au Soudan. Nous essayons de travailler de nos propres mains pour préserver notre patrimoine dans le cadre des coordinations avec Interpol, avec d'autres collègues d'autres fouilles archéologiques. Nous essayons également de documenter toutes ces pièces afin de préserver ce patrimoine humain. Maintenant,
Il ne me reste qu'à souhaiter la fin de cette guerre afin qu'on puisse arriver à conclure la paix et qu'on puisse retrouver notre civilisation, notre culture et notre paix. Merci beaucoup de votre attention.